Bonjour et bienvenue à cette classe de maître sur la psychopédagogie du bien-être. Je me présente, Lisa-Marie Lemire, conseillère à la formation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et j'ai avec moi aujourd'hui Madame Nancy Goyette, qui est professeure au département des sciences de l'éducation et psychopédagogue du bien-être en contexte éducatif. Donc bonjour, bienvenue Nancy. Bonjour. Donc, j'ai quelques questions pour toi aujourd'hui pour apprendre à connaître un petit peu plus là, qu'est-ce que fait une psychopédagogue du bien-être dans les institutions éducatives. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Bien, une psychopédagogue du bien-être, ça s'intéresse vraiment à voir comment on peut ressentir du bien-être dans les institutions éducatives. Autrement dit, voir comment on peut ressentir du bien-être, donc vraiment bien connaître les connaissances issues de la recherche qui va nous amener justement à accompagner les autres dans ce processus-là. Donc, la psychopédagogie du bien-être, c'est un champ qu'on propose aux sciences de l'éducation qui va vraiment allier la psychologie positive et la pédagogie pour pouvoir justement être capable de développer un plein potentiel chez les gens, un épanouissement, un développement de compétences psychologiques, sociologiques, émotionnelles et même physiques parfois. Donc, la psychopédagogie du bien-être s'intéresse vraiment au développement optimal des gens dans les institutions éducatives. Super. Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir connaître davantage ce champ d'intérêt-là? Qu'est-ce qui t'a amené à te diriger vers ça dans ton parcours professionnel? Bien, j'ai pas toujours été prof à l'université. J'ai été enseignante au secondaire pendant une douzaine d'années et mes débuts, ça n'a pas été super facile. L'insertion professionnelle dans les milieux, c'est très difficile. Donc, il y a une complexité quand on est un enseignant ou quand on évolue comme un professionnel dans ces institutions-là. Et j'étais pas vraiment très bien au départ. J'ai vécu des choses très difficiles et je me suis rendu compte qu'au fil de l'expérience, on réussit si on s'attarde justement pas juste à la tâche, c'est-à-dire enseigner, si on s'attarde aux gens, si on a une approche pour créer des liens positifs avec les autres et tout ça. Au fil de mon expérience, je me suis rendu compte que c'était un élément qui me procurait du bien-être au travail. Je voyais beaucoup de collègues à l'époque qui étaient pas bien, Donc, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ce phénomène-là. Donc, comment on peut être bien comme enseignant, comme direction d'école, comme professionnel qui évolue dans les institutions éducatives, comment être bien malgré toute la complexité qu'on vit. Et ça, c'est un gros défi quotidien. Donc, c'est ça qui m'a amené à m'intéresser un petit peu plus à la recherche en sciences d'éducation parce que je voulais être prof toute ma vie. Moi, je voulais être enseignante toute ma vie au secondaire et j'ai fait une maîtrise sur le plaisir d'enseigner pour essayer d'investiguer sur cette émotion-là. Puis par la suite, j'ai fait un doctorat qui s'est intéressé sur le développement des forces de caractère des enseignants persévérants du primaire et du secondaire et de voir en quoi la psychologie positive peut les aider. Autrement dit, quels sont les éléments de leur bien-être, qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont persévérants, quelles sont leurs forces de caractère. Donc ça a été vraiment une belle révélation pour moi, puis j'ai continué à évoluer, puis je suis devenue prof d'université. Donc c'est un petit peu pour ça que par la suite, quand j'ai eu mon poste de prof, j'ai continué à m'intéresser justement au bien-être dans les institutions éducatives, bien-être en enseignement. Puis, j'ai rencontré des gens vraiment exceptionnels dans des milieux. Je salue Brigitte Gagnon, Julie Vézinet, qui ont été des personnes qui ont réfléchi avec moi par rapport à la psychopédagogie du bien-être. On a fait des projets de recherche ensemble, puis de là a émergé le concept, si on veut. Donc, c'est un long processus, mais un processus vraiment très enrichissant puis enthousiasmant aussi, là. Oui, puis c'est contagieux aussi, l'enthousiasme dans ton processus. Oui. Puis, j'aimerais ça savoir pourquoi c'est si important d'apprendre sur les concepts issus de la psychologie positive pour être capable de bien accompagner les autres dans notre contexte éducatif.
Bien, c'est certain que la majorité des gens ont une idée de ce qu'est le bien-être. T'sais, on a tous une définition de sens commun du bien-être. Pour certains, le bien-être, c'est d'aller prendre une marche. Pour d'autres, le bien-être, c'est de prendre un souper avec des amis. Mais le concept en tant que tel est pas nécessairement un concept qui est utilisé scientifiquement parlant. Donc, ça fait partie de notre mode de vie. Beaucoup de gens vont faire tout ce qu'ils peuvent pour ressentir du bien-être, mais on le définit pas beaucoup dans ce concept-là. Et la psychologie positive est une science qui va vraiment s'intéresser à ce phénomène-là. Et même les scientifiques actuellement sont pas nécessairement capables d'avoir un consensus sur la définition de ce qu'est le bien-être. Donc, le bien-être bien, a plusieurs façons d'être étudié comme objet de recherche. Donc, pourquoi c'est important de vraiment utiliser les connaissances issues de la science, c'est que, en contexte éducatif, on peut pas nécessairement toujours improviser comme pédagogue ou comme quelqu'un qui est dans l'administration ou comme technicien en garderie. Il faut quand même connaître les concepts pour réussir à faire des interventions qui vont être justes, des interventions qui vont vraiment favoriser un accompagnement et on peut pas faire n'importe quoi, tu sais, avec le concept de bien-être, tu sais, parce que quelqu'un pourrait dire moi je suis bien en faisant du yoga, donc je vais décider que mes élèves vont tous faire du yoga. Mais on le sait que les études disent que des fois, le yoga n'amène pas un sentiment de bien-être chez certains individus. Mais ça, il faut le savoir comme pédagogue, il faut le savoir comme intervenant, parce que sans ça, on va peut-être créer du mal-être chez certains élèves ou certains professionnels parce qu'on accompagne des professionnels. Donc, à ce moment-là, la science est vraiment importante pour la connaître, puis ensuite l'intégrer dans nos pratiques. Donc, on va faire des choix en fonction, oui, de nos préférences personnelles, mais on va aussi prendre en considération ce que la science dit pour avoir un accompagnement beaucoup plus, je pourrais dire, qui a plus de sens et qui va probablement là amener le résultat escompté, c'est-à-dire que les gens se sentent bien là dans. Donc, avoir un accompagnement qui est aligné avec les concepts, finalement. Oui, c'est ça. Avoir un accompagnement aligné avec les concepts, c'est ce que j'aurais voulu dire. Et puis, comment on peut faire pour construire une culture propice au bien-être dans notre institution éducative? Bien, construire une culture propice au bien-être, c'est d'aligner, je pense que le mot est très bon, d'aligner les valeurs de l'institution en fonction peut-être d'une vision beaucoup plus humaniste. On sait qu'il y a comme une dichotomie qui, dans les milieux présentement, là, éducatifs, qu'on parle du présco jusqu'à l'université, il y a une dichotomie entre l'idéologie néolibérale, où est-ce qu'on veut de la performance, on va vraiment axer sur les résultats, sur l'efficacité, et on se rend compte, parce que ça, c'est une idéologie depuis les années 80, là, qui s'est vraiment insérée dans l'éducation, qui rend pas tout le monde vraiment bien dans l'institution éducative. Il y a des gens, oui, qui vont carburer à la performance. C'est pas un concept qu'il faut diaboliser, là. Mais d'une certaine façon, plusieurs individus vont se sentir peut-être moins bien dans des contextes de performance. Toute la pression insidieuse que ça peut apporter si on n'est pas bien capable de gérer nos émotions par rapport à ça. Donc, on comprend que, le processus néolibéral, l'idéologie néolibérale va vraiment influencer les individus dans leurs actions aussi par rapport à l'institution éducative. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que comme un retour du balancier où là, on se dit, ouais, mais les gens sont pas bien, là. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? La pandémie a vraiment accentué, exacerbé le sentiment de mal-être dans les institutions. Donc, dire, là, on a besoin d'avoir peut-être d'autres pistes, là, parce qu'on sait que les élèves, les étudiants sont pas bien, le personnel est pas bien non plus. Donc, comment on peut faire? Premièrement, il faut s'aligner, il faut avoir des valeurs qui vont vraiment correspondre plus à une vision humaniste, c'est-à-dire le respect de l'autre, être vraiment focalisé sur l'écoute, le travail d'équipe, la collaboration, la création de liens aussi avec les autres, parce qu'on se rend compte que à l'école, c'est vraiment un système où il y a beaucoup d'interactions. Tu sais, dans l'institution éducative, là, il y a personne qui n'interagit pas
avec les autres. Tu sais, je veux dire, oui, il y a des petits moments où on travaille seul, mais la plupart du temps, ben c'est de l'interaction. Donc, dans ces interactions-là, il faut être capable d'aller chercher des éléments qui vont être agréables, des éléments positifs pour pouvoir ressentir un sentiment de bien-être à travers cette institution-là. Mais c'est pas toujours facile parce que, on le sait que toutes les institutions sont différentes, c'est à géométrie variable, il y a des gens qui veulent beaucoup plus ces valeurs-là que d'autres. Il y a beaucoup d'enjeux aussi qui dépendent pas nécessairement des gens dans le milieu. Donc, à ce moment-là, ben c'est important d'une certaine façon de réussir à s'aligner au niveau des valeurs pour faire en sorte de tous se dire, ben nous, on veut un environnement qui favorise le bien-être et la bienveillance. Donc, c'est un peu ce que j'aurais à dire là, sur ça. Puis, en lien avec ce que tu mentionnes, qu'est-ce que les enseignants puis les professionnels du milieu éducatif peuvent faire pour contribuer à une culture positive dans leur institution? Bien, premièrement, c'est de se parler, de collaborer, vraiment d'essayer de miser sur les relations positives qu'ils peuvent avoir les uns envers les autres. Essayer aussi de se comprendre, de savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est bien dans notre travail, trouver un sens au travail que l'on fait. Et par la suite, bien, peut-être aussi explorer ce qui va faire en sorte que les autres aussi sont là. On est une équipe pédagogique, on est une équipe école. Donc là, maintenant, c'est de voir les forces de chacun, de voir comment ces forces-là peuvent être à contribution, puis de se concerter pour construire quelque chose. Donc, si on arrive avec cette optique-là, puis qu'on aligne les valeurs que l'institution veut, parce que là, il y a vraiment un mouvement où, dans les institutions éducatives, on dit, ben là, on veut être bienveillant, on veut que tout le monde soit bien. Et là, le bien-être devient un concept quand même assez à la mode. Je pourrais dire à la mode. Maintenant, il faut faire attention parce que on peut dire qu'on veut le bien-être de notre institution, on peut dire qu'on veut la bienveillance dans notre institution, mais il faut quand même définir ce que l'on veut exactement. Puis même les scientifiques s'entendent pas sur le sujet. Donc, la concertation dans le milieu, ça va être de définir les paramètres dans lesquels on veut construire une nouvelle culture professionnelle, une nouvelle culture institutionnelle dans les milieux qui va favoriser réellement ce bien-être-là. Parce que c'est bien beau de se rencontrer puis de dire des choses sur papier, mais dans le concret, comment on fait ça? Comment on fait pour faire en sorte que les gens se sentent bien dans notre milieu, d'accompagner nos élèves, nos employés, les étudiants, tu sais? Donc, c'est quand même plus complexe qu'on pense. Fait que ça commence par la concertation, ça commence par l'établissement de bons liens, de relations positives, malgré les difficultés. Puis des fois, les opinions qui sont divergentes, tu sais, donc c'est quand même là quelque chose de très complexe, mais c'est possible. Mais il faut aussi l'imaginer dans une pérennité. Donc, on peut pas dire, bon, ben cette année, là, on met sur le bien-être, c'est ça notre thème. OK, d'accord. Mais si on veut le bien-être des institutions, ben il faut le voir dans une pérennité, c'est-à-dire on le voit pas juste cette année. C'est que les changements qu'on va effectuer, parce que des changements, c'est long à mettre en place, ben que ça soit des changements qui soient vraiment pour un avenir proche, on l'espère, mais aussi un avenir à moyen et à long terme pour l'institution. Donc là, il faut penser beaucoup plus loin et avoir des perspectives. Donc, c'est pas juste un effet de mode, mais c'est vraiment quelque chose qui va être ancré dans la culture. Puis un changement de culture, c'est très difficile à faire. Oui. Donc, il faut vraiment serrer les coudes. Fait que si je comprends bien, c'est de se concerter sur ce qu'on veut pour ensuite définir les actions à prendre, des actions qui vont être à court terme, à moyen et à long terme, étant donné que la culture, on ne change pas ça du jour au lendemain. C'est ça. Puis des actions concertées, mais des actions aussi qui vont vraiment s'ancrer dans le contexte de l'institution. Tu sais, parce que au niveau du bien-être, il y a beaucoup de programmes. Tu sais, à travers le monde, là, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, des chercheurs. On arrive avec des beaux programmes. On dit, ben là, dans votre école, là, on a un programme que vous pourriez mettre en place. Donc là, c'est plus dans une logique top-down. Donc, on a un programme, on vous le propose, vous allez pouvoir faire ça. C'est pas mauvais parce qu'il y a des résultats par rapport à certains programmes, pas tous, mais quand même. D'un autre côté, je pense qu'il faut aussi réfléchir dans une logique qui pourrait être plus, je sais pas moi, down-top. Autrement dit, chaque milieu réfléchit vraiment à ce qu'ils veulent, contextualiser à
à ce qu'ils vivent quotidiennement. À leur milieu à eux. À leur milieu à eux, au type de clientèle qu'ils ont et qui élaborent ensemble en connaissant des connaissances sur la recherche, en connaissant le bien-être, mais pas juste en termes là, de connaissances ou de sens commun. Ben dire, ben nous, on décide ça, puis on va créer des choses pour répondre aux besoins de nos clientèles ou de notre personnel. Et c'est ça qui est riche. Beaucoup plus riche parce que le programme, lui, va être beaucoup plus universel. Il va dire, ben regarde, on a ça, puis tout le monde va faire la même chose. Tandis que là, maintenant, ben c'est chaque, je pourrais dire, équipe va avoir un pouvoir agir beaucoup plus grand sur l'impact que ça va avoir sur leur milieu. Donc, c'est un petit peu, ben peut-être la façon de penser que je propose qui va peut-être un petit peu à contre-courant là, de la méthode commune, là, de dire, bon, on va faire un programme qu'on va mettre dans toutes les écoles. Moi, je crois qu'on peut vraiment favoriser le bien-être, mais quand ça vient des individus par rapport aux besoins qu'ils ont. C'est très intéressant. Tu as fait plusieurs recherches, tu en as parlé un petit peu là, sur la psychopédagogie du bien-être. Tu es passionnée, ça se sent, avec tes sujets de recherche. Puis ça t'a amené à être l'instigatrice d'un nouveau programme court de 2e cycle en psychopédagogie du bien-être en contexte éducatif. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce nouveau programme-là? Oui, c'est mon petit bébé. C'est mon petit bébé. Je pourrais dire que ce micro-programme-là arrive vraiment au terme d'une réflexion qui s'est faite pendant plusieurs années. Parce que, bon, ça fait 15 ans que je m'intéresse à la question du bien-être. Ça fait 15 ans que je suis en train de développer mon expertise. Et là, ça doit faire peut-être 4 ans que je me dis, là, il faudrait qu'on crée quelque chose pour donner des outils aux gens dans les milieux pour réussir vraiment à développer une culture de bien-être, puis à faire en sorte que nos milieux éducatifs deviennent vraiment plus bienveillants, puis que pour amorcer un changement de culture. Le changement de culture peut s'amorcer sans prendre des cours à l'université ou faire des formations dans le milieu. Mais en éducation, je pense que c'est quand même important d'avoir une certaine formation continue. On encourage de plus en plus la formation continue, surtout avec le nouveau référentiel là, que l'on propose là, pour les enseignants. Donc, l'idée, c'est d'avoir fait un micro-programme de 2e cycle. Donc, ça s'adresse à des gens qui sont déjà dans le milieu, qui ont de l'expérience ou peu d'expérience. Ça peut être des enseignants novices, par exemple, ou bon. Et c'est construit selon 3 cours. Donc, il y a 3 cours qui vont pas être des cours universitaires standards. C'est des cours qui vont vraiment s'attarder à l'expérience que les gens ont pour construire ensemble et greffer des connaissances sur de la recherche en psychologie positive. Donc, c'est beaucoup plus dans un processus de développement professionnel que dans un processus de développement de connaissances à l'université, ce qui est pas mauvais en soi, mais l'approche est très différente. Donc, le premier cours va vraiment parler des fondements, de divers concepts reliés à la psychologie positive, comme les forces de caractère, la mentalité de croissance, on parle de la gratitude, on parle de la bienveillance, on va parler des concepts qui ont été développés vraiment en psychologie positive, l'optimisme, donc qui vont aider à réfléchir comme professionnels pour voir comment on peut intégrer ça dans la vie de tous les jours, dans notre milieu de travail. Donc ça, c'est le premier cours. Le 2e cours, c'est beaucoup plus axé sur le développement de l'identité professionnelle positive, puis le bien-être au travail. Tu sais, comment je fais, moi, comme professionnel, pour être bien quotidiennement, malgré les difficultés et tout ça. Donc, le cours va vraiment s'axer sur le professionnel lui-même, mais c'est vraiment important de savoir qu'il faut être bien pour être capable d'accompagner les autres au bien-être. Hein? Donc, ce cours-là est vraiment là pour amorcer, c'est vraiment des processus réflexifs, amorcer une réflexion par rapport à son identité professionnelle et peut-être changer certains paramètres pour développer notre plein potentiel. Tu sais, parce que des fois, on dit, ben, je vais développer mes compétences pour être bon. Oui, mais on peut être plus que bon, on peut être extraordinaire maintenant.
maintenant, il faut prendre conscience de nos forces, de nos talents, de comment on peut réussir à sortir de certaines situations qui sont désagréables, parce que, tu sais, les émotions désagréables, là, il faut pas les mettre de côté, là, mais il faut savoir comment les réguler, comment on peut réguler nos émotions, comment on peut réussir à trouver des stratégies pour continuer, tu sais. Donc, ça, c'est le deuxième cours. Puis le troisième cours, c'est un cours qui est vraiment axé sur l'accompagnement. Donc là, ben il y a deux cours. En fait, il y a le cours de l'accompagnement par rapport aux élèves, donc l'enseignant à l'élève, l'enseignant à l'étudiant, où là, on va vraiment développer des outils personnalisés pour accompagner nos étudiants ou nos élèves dans le contexte de notre école, de notre institution éducative. Et le deuxième, ben c'est beaucoup plus l'accompagnement des professionnels. Donc, tu sais, je pense à des directions d'école ou des conseillers pédagogiques qui ont accompagné des gens dans le milieu éducatif. Donc là, ben ça serait de trouver aussi des outils, mais adaptés plus à des adultes, si on veut, là, pour les accompagner au bien-être. Donc, moi, je suis vraiment comme enthousiaste, parce que c'est comme le fruit d'une mûre réflexion. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis, tu sais, si on peut réussir à faire en sorte de participer justement au développement de cette culture-là, tu sais, qui est en émergence, ben ça va vraiment me rendre heureuse. Tu sais, je vais avoir accompli, dans le fond, l'objectif là au départ que j'avais là. Puis si je me trompe pas, dans tous ces cours-là, les travaux qui vont être demandés aux étudiants, c'est vraiment aligné avec leur contexte éducatif à eux. Donc, c'est des choses qu'ils vont pouvoir réutiliser au quotidien et pas ranger sur une table. En plein ça. On va vraiment travailler au développement de connaissances, c'est issu de la recherche, mais on va travailler aussi au transfert de ces connaissances-là en contexte. Donc, en contexte là, vraiment réel. Parce que c'est en contextualisant qu'on apprend. Tu sais, l'apprentissage, c'est pas seulement d'avoir des connaissances, c'est de prendre ces connaissances-là puis d'aller plus loin avec les connaissances. Donc, c'est un peu ce que la psychopédagogie du bien-être va leur permettre de faire. Donc, on travaille les concepts de la psychologie positive, comme je disais tantôt. On greffe un petit peu de pédagogie et tout ça. Puis ensuite, ben on réussit à accompagner les autres. Donc, en tout cas, c'est un pari que je lance. J'espère que ça va fonctionner, hein, parce qu'on a aussi tout le risque que ça peut encourir, de lancer une idée, d'avoir un beau programme, mais je suis très optimiste, je dirais, là. Merveilleux. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur ce programme, il y a un site web que vous pouvez consulter. C'est le www.uqtr.ca/fc.bien-être éducatif en un mot. Là, vous le voyez au bas de l'écran. Prochaine question pour toi. Comment on peut intégrer les différents concepts de la psychologie positive dans notre accompagnement quotidien? Donc, les différents concepts qu'on va voir dans la formation ou qu'on apprend, comment on peut les intégrer dans notre quotidien là, comme professionnel puis comme personne? Bien, je vais vous donner des exemples concrets. Là. Tu sais, on a fait ça là, dans le cadre de recherche. Là. Donc, on parle du concept de gratitude. Donc, la gratitude, c'est un concept qui fait en sorte qu'on va remercier, en fait, certaines choses qui nous arrivent, c'est de prendre conscience que on éprouve de la gratitude pour certaines choses. La vie va tellement vite. Donc, je pourrais éprouver de la gratitude par rapport à notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, on voit là que dans la littérature, on va faire des stratégies. Tu peux peut-être avoir un journal de la gratitude. Tu sais, dans les milieux scolaires, ça peut être quelque chose qu'on peut intégrer avec nos élèves quand on est un enseignant, par exemple. Donc, dire à nos élèves, ben aujourd'hui, chacun d'entre vous pensez à quelque chose que vous voulez dire merci, tu sais, par rapport à votre journée. Merci maman d'avoir fait mon lunch. Merci, je sais pas moi, à mon enseignante parce que j'ai aimé l'activité. Donc, c'est de faire prendre conscience aux enfants que souvent la gratitude va amener un sentiment de bien-être, tu sais, parce que mais il faut leur montrer. On est en apprentissage dans les milieux de travail, tu sais, quand on est une direction, un conseiller pédagogique et qu'on accompagne des gens, c'est peut-être de cibler les forces de caractère des personnes qu'on accompagne ou des personnes qu'on
avec qui on interagit, puis de capitaliser là-dessus. Donc, quand on fait des équipes de travail, dire, OK, ben toi, là, t'as vraiment une intelligence sociale, tu sais. Donc, ton intelligence sociale, là, elle pourrait servir pour telle raison. Ah, toi, t'es persévérant, j'ai vu ça l'autre jour. Tu sais, donc, quand on capitalise sur les forces des personnes, ben ça va vraiment être beaucoup plus positif. Ça amorce une relation positive parce que quand les gens nous disent des bonnes choses de nous, ben on est quand même content. Mais d'un autre côté, c'est qu'on se rend compte que la personne nous voit aller, qu'elle apprécie notre travail. Ça n'empêche pas d'avoir des défis, de dire, bon, ben tu sais, aujourd'hui, j'ai vu qu'il est arrivé telle chose, il faudrait peut-être améliorer telle chose parce que, tu sais, on n'est pas toujours là, dans un monde de licorne, là. Bon, on va se le dire. Puis la psychologie positive, c'est ça aussi, c'est une science qui s'attarde au développement du plein potentiel. Mais on prend en compte les choses qui vont pas bien. Là. On prend en compte, c'est que oui, il y a de la détresse psychologique, puis on s'alimente de ça. La psychologie positive, c'est de voir que oui, on sait qu'il y a des problèmes. On essaie de trouver d'autres pistes de solutions par des recherches qui vont s'attarder au bien-être pour réussir à créer un équilibre. Puis aider à la construction d'une bonne santé mentale, de compétences psychologiques qui vont nous aider à persévérer, à être résilients. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, concrètement parlant, ben, en connaissant plusieurs, tu sais, puis on peut aussi, dans des contextes de travail, analyser certaines choses qui arrivent avec justement les connaissances issues de la recherche. Tu sais, quand on parle de la mentalité de croissance, ben, il y a des individus qui vont être très, tu sais, ils appellent ça le mindset en anglais, donc très fixe. Hein? C'est des gens là qui sont dans une boîte, qui veulent pas comme sortir de cette boîte-là parce que ça les sécurise. On arrive avec des nouvelles idées, ça marchera jamais. Tu sais, bon, et on a des gens qui sont dans un mindset growth, c'est-à-dire qui vont vraiment, puis là, c'est des mots, des termes en anglais parce que rapidement, comme ça, donc, qui vont vraiment arriver avec des bonnes idées, dire, OK, on se lance. On prend des risques, tu sais, puis on arrive avec des idées qui vont changer un petit peu les perceptions, puis OK, tu sais, ils vont être capables de s'adapter aux nouvelles idées, de vouloir évoluer par rapport à ça, tu sais. Donc, quand on travaille dans une équipe, on le sait des fois, quelles personnes vont être plus, tu sais, aptes à vouloir aller de l'avant, puis on va savoir ceux qui ont peut-être des réticences, puis là, à partir de là, comme personne qui dirige une équipe, ben on peut travailler là-dessus, tu sais, ça sera pas un élément de frustration, on va juste se rendre compte que, OK, regarde, dans mon équipe, je me rends compte que, bon, on a tel type de personnes qui pourrait, mettons, travailler en équipe avec l'autre pour aider. Donc, ça donne des outils aussi pour favoriser le bien-être au travail. Donc, je pourrais en parler longtemps. Là. Oui, bien merci, c'est très intéressant. Puis j'imagine là, que tout ce que tu mentionnes là, avec les exemples très propres au travail dans le milieu éducatif, c'est des choses qui peuvent se transférer aussi dans la vie personnelle des gens. Oui, donc tout ils peuvent dépendant des expériences. Dans leur vie personnelle. Merci beaucoup, Nancy. Bien, ça me fait plaisir. Très intéressant. Donc, j'espère que vous en avez appris un peu plus là, sur ce qu'est la psychopédagogie du bien-être. Je vous signale en même temps qu'il est toujours temps de s'inscrire au beau programme que Nancy a initié, donc un programme court de 2e cycle en psychopédagogie du bien-être en contexte éducatif. Pour vous inscrire, vous pouvez aller au www.uqtr.ca/admission. Donc, merci. Bien, merci beaucoup.